Mais moi, je crois beaucoup au leadership complet. C'est quoi? C'est-à-dire que, homme comme femme, il y a des qualités dites féminines ou masculines qui ont tout à fait intérêt à être développées chez l'homme et la femme. Avoir un leadership où on peut à la fois être structuré, structurant, visionnaire, tout en étant dans la douceur et l'empathie, l'intelligence émotionnelle, à la fois de donner, mais aussi de capacité de recevoir et d'accueillir. Et en fait, c'est de sortir ces carcans de ce qui est attendu d'un leadership masculin et quelque part un leadership féminin. Mais c'est vraiment se dire, et si je m'autorisais aussi, en tant que femme, à être dans cette audace, tout en étant dans la douceur. Ouais, c'est vraiment une vision un peu plus complète de la palette de couleurs qu'on peut se permettre de jouer et qui, clairement, n'en fait qu'une action encore plus puissante, en fait. Marion, merci beaucoup d'être là. Alors, pour la petite histoire avec Marion, on s'est rencontrés de manière assez saugrenue, je dirais. Je crois que c'était pendant le premier confinement, au printemps 2020. Moi, je travaillais encore sur mon projet de formation digitale dans les langues. Et ça faisait pas si longtemps que j'étais rentrée en France et je me suis dit, purée, mais je n'ai absolument aucun réseau d'entrepreneurs en France et j'ai vraiment envie de trouver ma communauté, mon cocon. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi, ce jour-là, j'étais dans la petite maison dans laquelle on a passé le confinement avec mon compagnon, là, en pleine campagne du Var. Et je me suis dit, tiens Marion, tu vas aller sur LinkedIn, le truc que tu n'as pas fait depuis 5 ou 6 ans, et tu vas taper coach. Et tu vas voir si tu peux te trouver des amis comme ça et trouver des gens avec lesquels tu peux échanger justement sur les mêmes problématiques potentiellement qui vous animent. Et il faut savoir, du coup, pour la petite histoire, que le tout premier résultat qui sort, eh bien, c'est toi. Ah oui, je me souvenais pas de ça. Ouais. Et pour le coup, on n'avait aucune connexion en commun, si tu veux. Mais la première, donc Marion Guizet, coach en leadership féminin qui ressort. Je me dis, génial, elle a l'air d'avoir une super énergie, cette nana. J'envoie une demande de connexion et là, Et bim. bim, la magie d'Internet opérant. Ouais. Et ta personnalité aussi, je dirais, ressortant. Tu me renvoies un message direct. Merci pour la connexion et tout, c'est trop cool. Est-ce qu'on peut échanger ensemble? Enfin, qu'est-ce que je peux faire pour toi, etc. Et du coup, c'est parti de là. Et en vrai, depuis, il y a une belle amitié qui s'est créée. Donc, j'en suis très reconnaissante. Merci LinkedIn. On ne pourrait pas comme ça, hein, mais en fait, Ouais, ça marche. Hein, ça marche ça marche. pour créer de vraies relations, en vrai, au départ. Et puis ça m'a tellement aidé, on s'est beaucoup entraîné sur justement de pouvoir développer notre mindset, développer notre entreprise, etc. Ça, c'était hyper inspirant. J'ai voulu t'inviter parce que donc tu es coach en leadership féminin notamment et tu pourras nous expliquer un petit peu plus aussi les domaines sur lesquels tu interviens. Mais il y avait effectivement, moi, une thématique qui me tenait à cœur, que je voulais aborder auprès de ma communauté. Et je me suis dit que tu étais vraiment la personne vraiment la plus indiquée pour pouvoir avoir cette conversation avec toi, qui est que c'est pas en restant la gentille petite fille ou le gentil petit garçon aussi, hein, parce que en fait, les concepts qu'on va développer aujourd'hui, finalement, se mettent, que ce soit au féminin ou au masculin, bien sûr. Et que c'est pas en restant la gentille petite fille ou le gentil petit garçon qu'on donne vie à nos rêves. Et je pensais que tu étais la personne tout indiquée finalement pour parler de ça, étant du coup toi-même coach en leadership féminin. Peut-être, juste avant de commencer, justement, tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que tu fais et quel type de personnes tu accompagnes. Donc, comme tu l'as dit, je suis leadership coach au féminin depuis 2013. J'ai accompagné plus de 1000 femmes. Je les aide particulièrement à oser prendre leur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir plus confiance en soi, dépasser le syndrome de l'imposteur. Tu parles de syndrome de la petite fille, de la gentille petite fille qui n'ose pas faire des vagues. C'est ça, c'est aussi pouvoir booster son audace, de se faire confiance à soi. Donc vraiment, en agissant concrètement, de prendre conscience de sa valeur, oser prendre la parole en public, etc. Donc oser rayonner dans sa vie pro, dans sa vie perso. Parce que j'aime bien dire que chaque client chaque personne est comme un diamant. Donc dès qu'on dénoue des choses où il y a une partie évidemment qui est plus claire, où on se sent plus à l'aise, ça vient profiter à toute sa vie en fait en général. J'aide particulièrement les femmes managers, des dirigeantes, tu vois, des entrepreneurs aussi qui osent pas se lancer, qui sont des femmes brillantissimes mais qui ont la technique, le hard skill, mais qui leur manque ce petit coup, tu vois, ce coup d'audace, la confiance en soi pour aller de l'avant. Ok. Et justement, pour commencer sur ce sujet-là, pourquoi le leadership féminin? Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi finalement?
en fait, je me suis lancée en 2013, comme je disais, et à la base, c'était plutôt mixte, en fait, hein, tu vois, en termes de clientèle, etc. Et au fur et à mesure, je me suis rendu quand même que 95% de mes clients étaient plutôt des femmes. Et on dit souvent dans ces métiers d'accompagnement qu'on attire des personnes qui nous ressemblent. Enfin, j'attire plus des femmes. Et puis, tout ce qui est confiance en soi, etc., c'est des choses que j'ai moi-même rencontrées plus jeune, syndrome d'imposteur, etc. C'est quelque chose que j'ai connu aussi, si tu veux. Et puis après, je me suis formée par Miranda Gray, qui est une autrice contemporaine britannique, en 2019, sur tout ce qui était autour du cycle féminin. Et ça a été vraiment un breakthrough, si je puis dire, un moment de réalisation de ô combien, en tant que femme, on a aussi des spécificités qui sont liées à notre nature profonde de femmes, notre physiologie, qui ont un impact véritable en fait sur notre quotidien, notre productivité, notre efficacité, la manière dont on relation avec les autres. Et donc j'ai créé ensuite un programme spécifiquement pour les femmes, avec des étapes pas à pas, si tu veux, pour les aider vraiment à prendre confiance en elles et d'oser. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais un petit peu, parce que c'est marrant, j'ai l'impression déjà d'entendre certaines personnes qui pourraient regarder cette interview se dire « Oh mon Dieu, encore 2 buzzwords ». Leadership d'un côté, parce qu'on entend beaucoup parler du leadership, et féminin aussi, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on met tout à la sauce féminine. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes-là, du coup, leur donner peut-être une définition un peu plus grande, ou peut-être simplement de le rattacher à des objectifs qui sont hyper concrets et qui, du coup, vont parler aux gens. Donc, quand on parle de leadership, on imagine le grand leader, Martin Luther King, Gandhi, qui mobilise les foules, qui embarque vers une vision, etc. Et tout ça, c'est vrai, ça fait partie du leadership, hein. Le côté fédérateur, mobilisé, avoir une vision motivée, etc., embarquée. Là où moi, j'ai plus envie de mettre à ma sauce dans le leadership au féminin, c'est qu'en fait, je crois beaucoup, premièrement, au inner leadership, c'est-à-dire la connaissance de soi qui permet justement d'avoir un tel alignement entre qui je suis, mes valeurs profondes, ce qui m'anime et comment je le retranscris dans le monde par mes actions, par une vision qui est claire, qui est structurée et qui est cohérente avec qui je suis, qu'évidemment là naît le rayonnement. C'est pas être dans les chaussures d'une autre femme ou d'un autre homme. En fait, ce leadership, il peut être homme ou femme, masculin ou féminin, mais c'est plus d'apprendre à mieux se connaître, à pouvoir détecter les pensées qui nous limitent et qui nous empêchent justement d'aller de l'avant, comme je vais jamais y arriver, je suis pas assez compétente, etc. Et le nombre de femmes aussi. Bon, après, je pense qu'en tant que femme et homme, il y a aussi, on a chacun nos injonctions et nos pensées limitantes. Le fameux driver soit fort pour les petits garçons et le fameux driver soit gentil, soit douce pour les petites filles. Il y a quand même des choses qui sont propres aux deux sexes, si je puis dire, parce que liées à l'éducation, liées aux origines familiales, liées même ce que la société en fait nous renvoie en permanence de ce qui est attendu d'une femme et ce qui est attendu d'un homme, et qui nous en met dans des cases où on se met soi-même pour se sécuriser, pour se dire je rentre dans les cases et au fond je suis sûre d'être aimée et pas être exclue du groupe, sauf que au bout du compte, la première personne qu'on perd, c'est soi-même. Et donc quand je parle de leadership féminin, c'est d'abord redevenir leader de sa propre vie et de soi-même. Donc mieux se connaître, quelles sont les pensées qui aujourd'hui ne sont plus en lien et ne sont pas en lien avec la femme que je veux être, ou l'homme en fait, et quelles nouvelles pensées je dois commencer à pouvoir cultiver. Et voilà, donc de cette connaissance de soi et de ses émotions qui peut aussi tellement avoir un lien aussi sur l'impact qu'on peut avoir sur les autres, donc cette gestion de l'impact et de l'influence. Et puis enfin le côté féminin, comme je disais, c'est oui, on parle beaucoup, alors dernièrement on parlait beaucoup, tu sais, de tout ce qui est féminin sacré, et je pense que c'est encore complètement tendance, on parle de cercle de femmes, on parle puis tout ce qui se passe au niveau sociétal, ou la dénonciation un peu du patriarcat, où il y a comme après cette société qui se mue au fur et à mesure pour que la femme puisse retrouver sa place, qu'elle apprenne, qu'on lui donne. Enfin voilà, c'est ce fameux mélange, cette fameuse recette qu'on est en train d'essayer d'élaborer tous ensemble. Mais moi je crois beaucoup au leadership complet. C'est quoi? C'est-à-dire que homme comme femme, il y a des qualités dites féminines ou masculines qui ont tout à fait intérêt à être développées chez les hommes, chez l'homme et la femme. Avoir un leadership où on peut à la fois être structuré, structurant, visionnaire, tout en étant dans la douceur et l'empathie, l'intelligence émotionnelle, à la fois de donner, mais aussi de capacité de recevoir et d'accueillir. Et en fait, c'est de sortir ces carcans de ce qui est attendu d'un leadership masculin et quelque part un leadership féminin. Mais c'est vraiment se dire, et si je m'autorisais aussi, en tant que femme, à être dans cette audace, tout en étant dans la douceur. C'est vraiment une vision un peu plus complète de la palette de couleurs qu'on peut se permettre de jouer, et qui clairement n'en fait qu'une action encore plus puissante, en fait. Tu sais que, alors pour rebondir là-dessus, pouvoir avoir une espèce de palette comme ça de couleurs, j'ai toujours
Et pourtant, c'est pas ce qu'on m'a inculqué. Mais tu vois, la vie, c'est pas blanc ou c'est noir, c'est 50 nuances de gris ou Ouais, de c'est vrai. rose, je sais pas. Tant qu'à faire. Mais pour l'anecdote, le week-end dernier, j'ai eu la très grande chance de pouvoir passer 4 jours à Marrakech en famille, avec des amis également. Et il faut savoir que c'est un peu la terre de mes ancêtres, parce que j'ai certains ancêtres qui étaient français, mais qui ont fait une partie de leur vie en Afrique, et d'autres qui ont émigré de Sicile en Afrique, et ensuite qui sont venus en France. Et en fait, je me suis retrouvée, puisque du coup, on avait la chance d'avoir une belle villa, voilà, avec, tu sais, les oiseaux, la nature luxuriante et tout. Ouais. Et le matin, en fait, vu que on a un petit garçon de 3 ans qui se lève quand même encore très tôt, alors qu'on faisait des soirées jusqu'à assez tard, du coup, on avait un espèce de rooftop sur la villa. Et après lui avoir servi son biberon de lait, tu vois, et le laisser un petit peu tranquille, moi, je montais sur le rooftop et je me faisais un petit café tous les matins. Et je regardais vraiment au loin. On avait la chance d'avoir la vue sur les montagnes de l'Atlas, etc. Et je sais pas pourquoi, ce sont ces premières choses, tu vois, quand tu es en silence avec toi-même. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du inner leadership, donc vraiment ce leadership de l'intérieur, quoi. Ouais. Depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et en fait, c'est ça qui m'est venu en restant dans le silence. C'est parce que jusque-là, je pense que j'avais toujours été assez tiraillée et j'avais toujours un peu l'impression d'être un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'il y avait des moments, j'avais l'impression d'être la femme ambitieuse qui se donnait les moyens de ses ambitions et qui voulait voilà, faire avancer son business, etc. Et puis d'autres jours où j'étais beaucoup plus dans cette énergie, entre guillemets, du féminin, mais pas du féminin sacré, du féminin blessé, il faut pas faire de vagues, il faut justement rester cette gentille petite fille, rentrer dans les clous, dans les cases, etc. Et aussi de se blâmer du coup, c'est-à-dire quand j'incarnais une partie, l'autre partie me jugeait très très fort et vice-versa. Et en fait, ce week-end, je le rattache à ça, ce week-end, je me suis rendu compte en fait que grâce, en fait ça c'est l'héritage de mes familles, de mes 2 familles qui ont grandi sur la même terre, mais qui n'ont pas eu du tout les mêmes backgrounds, les mêmes croyances aussi, qui n'ont pas vécu les mêmes traumas, etc. Les 2 m'ont inculqué les 2 côtés, je dirais, de la balance. Et j'ai retrouvé une espèce de forme de communion entre tout ça, de me dire, en fait, j'ai eu la chance d'avoir une palette très, très riche d'archétypes que je peux incarner, de personnes que je peux faire ressortir, de personnalités que je peux faire ressortir aussi dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et j'ai eu un vrai moment de gratitude et même de déclic, de aha moment, de me dire mais en fait, c'est tellement riche. Et ça, finalement, il n'y a que en restant avec soi-même. C'est pas en regardant une énième vidéo voilà, sur YouTube ou de comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, de stratégie, finalement, qu'on peut arriver à ce genre de conclusion qui est très belle aussi pour soi. Et qui fait qu'on est plus clair et plus aligné avec soi-même. Ouais, c'est vrai. Merci pour ton partage, Marion. Je pense qu'en effet, c'est une des choses qu'on a le plus difficile à faire, c'est d'avoir ce fameux silence avec soi-même, en fait. D'être présent à soi. Et on parle souvent des notifications, on est appelé à droite, enfin, tu vois, le téléphone, etc., les réseaux sociaux. Enfin, c'est ce que je vois dans le coaching aussi, au combien chacune et chacun a sa propre sagesse qui est présente, qui est là, qui donc une chose, c'est d'être écouté. Cette fameuse petite voix intérieure, cette fameuse mélodie, tu vois, cette musique qu'on a chacun et chacune dans notre cœur, et d'arriver à s'arrêter de temps en temps pour aller écouter, en fait, cette petite voix. Et c'est magnifique, cette expérience, en plus de ce que tu partages, ces 2 familles, tu vois, en toi, qui représentent tous ces archétypes aussi, qui sont à ta disposition, pour lesquels tu peux venir chercher justement les différentes forces aussi. Ça permet de sentir plus étoffé, quoi. Et justement, pour revenir sur cette thématique un peu de, voilà, c'est pas en restant la gentille petite fille ou le gentil petit garçon qu'on va donner vie à nos rêves. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement d'où ça vient finalement, cette posture-là que beaucoup d'entre nous adoptons malheureusement, qu'on en soit conscient ou pas, bien sûr. Et comment est-ce qu'on peut détecter que c'est quelque chose qui nous limite aujourd'hui dans notre vie ? Cet archétype, si on peut dire, parce que tu parlais d'archétype, donc il y a peut-être des gens qui vont nous entendre, qui vont dire mais c'est quoi archétype ? C'est des points de référence sur lesquels
comme des images qu'on a chacun en nous. Donc, chez les femmes, on peut parler de la femme guerrière, de la femme sauvage, de la femme maman, etc. Donc, c'est toutes ces parties de soi, comme des cartes, le jeu de cartes, on disait cette famille. On a toutes ces petites parties de famille en nous qui représentent différentes parts de soi. En effet, donc cette petite fille gentille qui doit faire dos rond comme le petit garçon, ça vient en fait. Bon, pour moi, après, je pense qu'il y aurait plein de manières de pouvoir répondre à cette question, mais en tout cas, vraiment, c'est des biais culturels qui viennent de notre éducation, de ce qui est attendu, comme je vais parler des messages contraignants des drivers de la sois gentil, etc., ou sois gentil petit garçon, sur les injonctions aussi que les hommes ont, le fameux plancher de verre qu'un homme, c'est-à-dire il ne doit pas avoir en dessous d'un certain revenu par année parce que sinon c'est pas un vrai mec. Toutes les attentes, tu vois, la virilité, on attend que ce soit un protecteur, un gagne-pain, quelqu'un qui soit tout le temps pilier, on pas ses émotions, enfin voilà, donc ça, c'est envoyé clairement à la société, puis on le voit aussi dans les films, tu vois, dans les livres, dans les histoires qu'on nous raconte, enfin, depuis tout petit. Donc ça, c'est véhiculé par la culture populaire, si je puis dire. Donc moi, je pense que c'est vraiment un ensemble de choses. Mais le plus important, c'est d'avoir conscience, est-ce que ces injonctions aujourd'hui me vont et qui je veux être en fait. Et c'est ça la vraie question, parce que oui, on est tous dans des... je serais née en Inde, bah, je serais déjà mariée, j'aurais 3 enfants, puis ça serait comme ça, et puis j'aurais pas le choix de mon mari, etc. Là, je suis en France, bah, j'ai plus de liberté, mais en même temps, j'en perds peut-être d'autres ailleurs. Enfin, c'est de prendre conscience, surtout de se dire, bah, est-ce que la vie d'aujourd'hui, elle me correspond ? Oui, non. Et on le voit clairement, est-ce que je me sens, les émotions que je ressens tous les jours, est-ce que je suis quelqu'un de joyeux, d'enthousiaste, est-ce que je suis heureuse d'aller au travail ? Oui, non. Et je trouve que ça peut être très simple d'être en pilote automatique, de faire les choses sans s'en rendre compte, et de commencer à s'auto-coacher, si je puis dire, ou de se poser quelques questions puissantes sur, bah, tiens, c'est quoi mes rêves ? Si j'avais le temps et l'argent, qu'est-ce que je m'autoriserais à faire ? Si on devait faire un discours sur moi dans 20 ans, qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi ? Ce genre de choses. Ça prend un peu d'espace pour pouvoir y répondre, mais ça peut aussi un moment clé, comme tu parlais de silence, de se poser avec soi et puis de prendre 1 heure, 1 semaine, enfin tu vois, d'y aller au fil de l'eau et de noter les mots-clés qui nous viennent pour être dans une forme de vie plus intentionnelle. On a une vie, quoi, donc profitons de cette vie pour se dire, bah, je la mets au service des valeurs qui sont importantes pour moi, ou d'un idéal, ou des gens que j'aime, enfin vraiment de pouvoir s'accorder cette forme de liberté, je trouve. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse s'offrir. Et puis je crois aussi personnellement que plus on est dans cette liberté et ce rayonnement, bah, plus on rend service aussi aux autres. Il y a pas, c'est de l'altruisme en fait. Plus on s'occupe de soi et de ses rêves, plus au fond on vient nourrir les rêves des autres et les inspirer, les embarquer avec nous. Et quand je parlais, là je pensais aussi à un biais, tout ce qui est biais et injonctions qu'on a dans notre société. Ils avaient fait une étude donc à Columbia Business School au début des années 2000, sur toute la puissance des préjugés par rapport aux femmes. Et ils avaient en fait coupé la classe en deux des étudiants avec chacun en fait un profil d'un entrepreneur à succès, la Silicon Valley. Il y en avait un, il l'avait appelé Heidi, et donc prénom féminin, et l'autre Howard, donc prénom masculin. Et en fait, quand on a demandé aux étudiants avec lesquels ils avaient les mêmes compétences, puis les mêmes caractéristiques, sauf qu'il y en avait une qui était une femme et l'autre qui était un homme. Et donc, il dit, voilà, avec qui vous vous sentiez le plus à l'aise de travailler. Et clairement, pour tout ce qui était Howard, on avait envie de le suivre. Il est embarquant, il est leader, charismatique, gros kiff, quoi. Et côté Heidi, c'était, oh là là, les dents raillent le parquet, plutôt égoïste, peu aimable, etc. Donc, une femme ambitieuse qui a dans son leadership rayonnant, qui ose... Bah en fait, elle peut être sujet, et là on le voit, à un biais cognitif, sociétal, et donc face à la critique. Voilà. Et ce qui n'est pas évident, là je parle plus de tout ce qui est féminin, mais les hommes aussi ont leur propre biais cognitif, c'est que à la fois les femmes, on va leur reprocher d'être trop effacées, trop soumises, en disant oui, prenez votre place, arrêtez de vous mettre en bord de table, etc., dans les réunions. Et en même temps, dès qu'elles sont ambitieuses, ça dérange. Donc moi, ce que je dis souvent quand je donne des formations, des grandes entreprises, etc., où il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, c'est prendre conscience que ce biais est là, de ne pas lutter contre, d'être ambassadrice de ce qui nous paraît le plus juste et d'y aller, mais que dans tous les cas, on ne pourra pas plaire à tout le monde en fait. Et c'est de s'autoriser vraiment à quelque part défricher peut-être ce que nos grands-mères n'ont pas pu faire, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est seulement depuis 1965 que la femme n'a plus besoin du consentement de son mari pour travailler. Donc c'est quand même relativement nouveau, et que à partir de là,
Ben oui, nous sommes des défricheuses et des défricheurs parce qu'on a aussi besoin des hommes pour aller vers cette égalité homme-femme. Alors, je vais pas rentrer dans un truc plus là-dessus, mais c'est plus prendre conscience de qu'est-ce qui crée ce syndrome et qu'est-ce qui fait que des fois on s'autorise un peu moins, parce qu'on a peut-être aussi moins de rôle modèle de femmes autour de nous, dans nos... Enfin, moi, je vois, on peut voir dans nos familles, alors ça dépend des familles, mais moi, je suis peut-être une des premières générations que ma mère à avoir notre propre métier rémunéré. Donc, ça veut dire que il faut inventer tout ça. Moi, je trouve ça passionnant parce que on est une ouverture du champ des possibles et qu'on peut avoir tous les outils à bord si on le veut pour justement s'autoriser à être encore plus libre. Pas D'autant plus qu'aujourd'hui, avec la pléthore d'informations qu'on peut avoir partout, Oui. en fait, le fait que le champ des possibles, genre, en fait, je suis en train de me projeter et de me dire, est-ce que le fait d'avoir justement ce champ des possibles qui est complètement ouvert peut ne pas aussi paralyser et de se dire, ah, ok, il faut que je fasse un choix, il faut que je prenne une décision, Ouais. et si c'est pas la bonne, qu'est-ce que je fais, etc. Donc je vais rester dans quelque chose d'un petit peu plus convenu et comme ça, au moins, je prends pas de risque. Je reviens sur quelque chose dont tu parlais tout à l'heure, au niveau du cycle féminin notamment. Et tu disais, voilà, ces moments de silence, savoir un petit peu qu'est-ce qui nous drive, nous, et pas Internet, ce qu'on nous dit, etc. Là, je sais que moi, je suis la plus connectée à mon intuition, à mon âme profonde. Euh, alors j'allais dire, désolé messieurs, bouchez-vous les oreilles, mais en même temps, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Si vous avez des enfants, c'est grâce à nous aussi. C'est pendant le moment où j'ai mes règles dans le mois. C'est vraiment un moment de profonde connexion à son intuition. Et je sais que pendant des années, et comme beaucoup de femmes, je me suis plaint du fait de saigner, de ne pas pouvoir faire tout ce que je voulais faire, etc. De ne pas être dans la même énergie que d'habitude. D'autant plus quand on se décrit comme quelqu'un de solaire, qui va vers les gens, etc. Parce qu'en fait, le moment où on a nos règles, c'est un moment où on a besoin de revenir dans notre intériorité. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, mesdames, si jamais voilà, vous sentez que vous avez moins envie d'aller faire la fête, vous avez moins envie d'aller faire du chit-chat, etc. C'est juste que c'est tout à fait normal et que ça fait partie d'un cycle qui est vertueux, d'un cercle qui est vertueux pour vous, de pouvoir à un moment donné revenir dans votre intériorité pour mieux revenir vers les autres, quoi. Et à partir du moment où j'ai pris connaissance de toute cette puissance du cycle féminin et notamment du moment où j'ai mes règles, de pouvoir me reconnecter en fait à ce qui fait moi, de réévaluer dans le cycle d'avant, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des choses qui me dérangent, pourquoi ça me dérange, et de rester dans ce silence. J'ai les réponses qui viennent, mais de manière rapide et limpide, et qui me permettent ensuite de dire, ok, là je fais un petit ajustement sur telle chose, parce que là je suis plus alignée sur ça, donc hop, petit ajustement, et hop, je repars pour un autre cycle, et je réévaluerai dans un mois. Et je trouve ça hyper puissant, non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi professionnelle en l'occurrence. Je sais pas comment toi tu l'incarnes, comment tu l'utilises, ce pouvoir du cycle, mais je trouve ça génial, et donc c'est un petit peu mon conseil pour toutes celles qui l'ont pas fait encore, d'essayer de se dire, ok, je prends un temps au moment où j'ai mes règles pour essayer de revenir en moi et de me dire en fait de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Ouais, c'est tellement puissant ce que tu proposes en effet comme exercice, et c'est aussi pour moi un mind blower comme on dit en anglais, donc un moment c'était un jour et nuit si je puis dire, dès que j'ai compris comment le cycle est au service de notre vie et pas l'inverse. Et comme toi, j'étais là, oh mon Dieu, boulet au pied, ces règles, j'en peux plus. Et après aussi compassion pour toutes les femmes qui vivent des cycles très douloureux et qui se disent certainement ça et qui ont besoin de prendre des hormones et autres pour ne pas subir la souffrance et autres. Mais en effet, quand on comprend que le cycle a comme tu parlais, les 4 phases, tu vois, en fait, tout est cyclique dans ce monde. On a les 4 saisons, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, donc ces 4 phases, on les a en nous, et quand tu parles de moment de tes règles, c'est exactement ce que je ressens aussi. Souvent, c'est vu comme un moment de bilan, en fait. C'est la force de ce moment de l'hiver de notre cycle, qui est aussi intimement relié d'ailleurs au cycle de la Lune. D'ailleurs, on voit 28 jours, les cycles de la Lune,
ça dépend des femmes, mais ça peut être entre 24, 35, 36, ça dépend des femmes. Même le moment menstruation vient du mot lune, donc on a vraiment ce lien à la lune qui est très puissant. Certains d'ailleurs font des petits rituels, tu vois, pour faire faire un bilan. Mais en effet, je pense que ce qui est intéressant, c'est quand on comprend que le cycle peut être au service de notre productivité. Comment? Comme tu le disais, à nos règles, on peut faire le bilan. Donc, tiens, qu'est-ce qui s'est passé la fois dernière depuis un mois? Comment je me sens dans mes relations, etc. On a cette prise de recul. Puis, il faut savoir qu'on crée aussi des ondes delta dans notre cerveau entre la phase juste avant nos règles et la phase de nos règles, qui fait que, alors que les hommes ne le produisent pas naturellement, ça. Et les ondes delta nous permettent d'être plus reliés à notre inconscient, notre intuition. Donc, on a une faculté supplémentaire. Et donc, chaque phase de cycle, donc les 4 phases, nous apporte ses super pouvoirs et ses facultés, et même pour la gestion de projet. Donc, par exemple, tiens, hop, je me lance dans un projet juste après nos règles. En général, on a maximum, tu sais, d'énergie. C'est le meilleur moment pour pouvoir faire, être en mode un peu masculin, tu vois, un peu en mode masculin. Dire, allez, d'ailleurs, j'ai créé une formation sur le cycle féminin. Clairement, c'était le moment où, tiens, c'est quoi les idées, qu'est-ce que je mets en place, à quoi ressemble mon plan, etc. Parce qu'il est très concentré, je n'ai pas besoin de beaucoup dormir, enfin, je suis vraiment à fond là-dedans. Ensuite, on a la période ovulatoire qui est plutôt l'été du cycle, qui est ok, je brainstorm avec des gens, je vais networker, je vais en parler autour de moi, je vais voir si les idées font du sens, etc. Donc, ce côté rayonnement. Ensuite, on a la partie automne du cycle, c'est juste c'est la phase prémenstruelle, souvent où on a plus de mal à vivre parce qu'on vit beaucoup d'émotionnel, on est un peu en yo-yo. Et c'est le moment où on dit, c'est le meilleur moment justement dans l'automne du cycle, de dire comme l'automne, j'enlève les feuilles mortes qui ne sont plus utiles. Pareil pour mon projet, qu'est-ce qui est plus utile par rapport à cette formation que je veux lancer? Tiens, ça sert à rien, cette vidéo, etc. Ou peut-être que ce document aussi, il n'est pas si je peux l'optimiser de cette manière ou autre. Et enfin, la période hiver, donc je fais le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un cycle, sur ce projet de formation? Voilà où j'en suis, voilà ce qui reste à faire. Et on n'est plus dans le faire, on est vraiment dans l'être. Donc, on est dans une période Donc, on navigue entre le faire et l'être. Et en fait, c'est très reposant. Enfin, moi, ça me repose beaucoup parce qu'en fait, étant né dans une société qui nous demandait tout le temps dans le faire, à fond, les ballons, tout reproduire, etc., d'être au top. Et puis, on parle de la Wonder Woman qui, pour moi, est un archétype. Qui fait beaucoup de mal à la femme parce que oui, elle montre la superpuissance, mais en même temps, on a ce syndrome de la Wonder Woman où on va être sur tous les fronts, partout, au top. Et c'est hyper épuisant et c'est même, je pense, ça fait du mal, en fait, à qui on est nous et dans cette partie qui a soif de silence dont tu parles, de douceur, et on peut être très puissant dans cette douceur, dans ce silence et juste dans l'écoute. Et donc voilà, moi, ça m'a vraiment réconcilié avec le cycle et réconcilié avec le côté où je peux me permettre des fois de souffler, de ralentir, de rien faire et juste d'être. Et ça, c'est trop bon et ça nous apporte, comme tu dis, beaucoup de clés aussi à sa manière. Cette balance entre être et faire, moi, je la ressens de manière très puissante parce que c'est vrai que... Et je trouve que le plus difficile, finalement, c'est de ne pas se juger quand on est dans un état ou dans l'autre. C'est-à-dire que quand on est dans le faire, on se dit toujours, tu devrais être dans l'être, dans la fluidité du truc, voilà. Et puis quand tu es dans l'être, tu fais, mais putain, tu fais rien là, qu'est-ce que tu fais? Allez, cravache. Ouais. Je pense que le plus dur, finalement, c'est d'accepter ces différentes phases et de se dire qu'elles se nourrissent les unes les autres et qu'on a besoin de toutes, quoi. Exactement. Et puis, je pense dans le jugement. Un truc qui m'a beaucoup aidé sur le jugement, tu vois, c'est vraiment quand j'étais pas consciente de ce cycle, cycle, je veux dire, ces différentes phases, quand j'avais mes règles, je fais bon, vas-y, allez hop, on cravache, comme tu dis, on y va, je vais le pondre cet email et c'est ce projet, cette formation. Mais j'y arrivais pas. Je mettais 2 heures pour faire un truc que j'aurais pu faire un quart d'heure la semaine suivante. Et en fait, c'est là où il y a eu le moment de réalisation. Je fais non, en fait, juste accueille, surfe sur la vague sur laquelle tu es. Et puis même le fait de vraiment te reposer dans l'être, ça va être au service, comme tu dis, ça va nourrir les phases suivantes où tu auras plus d'énergie. Si on ne dort pas la nuit, on est en crevé le matin. C'est pareil, si pendant nos règles, on ne se repose pas, et le matin suivant, donc le cycle suivant, on n'est pas au top de forme. Et du coup, comment est-ce que tu pourrais suggérer aux personnes qui se reconnaissent là-dedans et qui se disent « Ah oui, effectivement, je pense que j'ai un peu ce syndrome de la gentille petite fille, du gentil petit garçon ». Comment est-ce que tu suggères qu'ils puissent dépasser un peu ce syndrome et est-ce que tu aurais peut-être un exercice pratique à partager que les gens pourraient mettre en place? Ouais, carrément. Moi, je me souviens, j'avais coaché une de mes clientes. Elle est venue me voir. Elle était ergothérapeute, donc Rebecca, une magnifique femme avec des grands yeux bleus,
blonde, vraiment rayonnante, enfin voilà, et talentueuse aussi parce qu'elle avait un rêve, c'était de devenir chanteuse lyrique, tu vois. Et en fait, comment je l'ai vue la première fois, elle me dit non, mais en fait, je ne peux pas être artiste parce que concrètement, mes parents vont penser que c'est pas un métier. Donc, bim, je m'autorise pas à dépasser une forme de loyauté parentale. Donc, je vais être la gentille petite fille, quelque part, à courber le dos à ce que je pense que les autres attendent de moi. Deuxième chose, croyance limitante, encore une fois. Donc, l'histoire qu'elle se racontait à ce moment-là, et qu'on se raconte tous et toutes, hein, bien évidemment, c'est je ne pourrais pas vivre de mon métier d'artiste, comme dire quand je suis entrepreneur, quand je suis coach, quand je fais n'importe moment, à quel moment on change même de carapace, ou quand même c'est-à-dire on change de métier, ou on fait un métier qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir autour de nous, on ne s'autorise pas des fois à suivre son rêve parce qu'on a peur d'être jugé. On a peur que les autres disent qu'on n'est pas compétent. On a peur de finir à la rue sous un pont en disant mais les finances, ça va être cata. Donc toutes ces peurs-là, ces croyances limitantes qui viennent nous chahuter et nous empêchent clairement de sortir de cette fameuse zone d'habitude. Et en fait, de par le coaching, etc., elle s'est rendue compte que c'était vraiment des croyances qui la limitaient dans son potentiel. Et puis là, aujourd'hui, grâce à ça, elle a pulvérisé ses plafonds intérieurs et puis elle est devenue chanteuse lyrique, elle a chanté au Parlement européen. Elle a créé un one-woman show pour montrer aux femmes que c'était possible d'aller dans sa vulnérabilité. Elle a transcendé. Qu'est-ce qui a aidé à ça ? Quand je parlais des deux choses, la première pour moi, c'était vraiment prendre conscience de la manière dont on se parle. Comment je me parle au quotidien ? Est-ce que j'accepterais que mes amis me parlent comme ça au quotidien ou pas ? Déjà, de prendre conscience de ça. Et puis ensuite, de pouvoir être dans l'action concrète. Pour justement se permettre de pouvoir dépasser ses peurs en y allant petit pas par petit pas. Ça ne sert à rien de se dire... je me lance, j'ai jamais chanté, hop, je suis chef de keuf, tu vois, c'est où je m'autorise à, je suis en CDI, ça fait 10 ans que je suis dans la même boîte, à lancer ma boîte et tout, et démissionner. Non, c'est des choses qui se font petit à petit, mais plus on le fait, plus on s'autorise à faire petit pas par petit pas, plus on vient musclé, tu vois. Tu vois comme c'est musclé. Yeah. Ouais, je fais tous les jours. Je fais 4 pompes par jour. Des pompes mentales. Des pompes mentales. Dans la tête que je fais des pompes, ça c'est clair. Un peu trop des fois peut-être. Donc prendre conscience de ça et puis d'y aller quoi, tu vois. Et rien de tel ensuite d'être soutenu. Enfin moi je vois quand je me suis lancée comme entrepreneur, j'ai aussi vécu le syndrome de l'imposteur tout au début. Les gens vont voir que je suis pas à la hauteur. C'est d'être entouré de choisir son entourage de manière intentionnelle. Des amis entrepreneurs, une communauté d'entrepreneurs, un coach, quelqu'un qui a déjà fait le chemin et qui peut montrer quelles seraient les prochaines étapes et de choisir à qui on parle du projet et à qui on n'en parle pas. Tante Gertrude, qui a jamais lancé sa boîte et qui était fonctionnaire pendant 30 ans, en fait, sauf si elle est hyper ouverte d'esprit, chacun on va éviter si c'est le moment, le jour où justement on est un peu plus sensible, vulnérable. Et du coup, donc, premier exercice concret, moi, de ce que j'entends de ta part, c'est prendre note des voix, de ce qu'on se raconte, peut-être même en les écrivant, j'ai envie de dire. Que tu vois, quand tu me parles de ça intuitivement, tu vois, je sais les voix que j'entends. Et des fois, je me reprends en me disant, mais attends, mais personne t'a jamais dit ça. Qu'est-ce que... Prier cette petite voix ou qu'est-ce que... Voilà, donc moi, personnellement, pour avoir fait le travail sur moi, je sais exactement d'où vient cette voix, c'est très clair. Mais c'est ça, en fait, c'est ce muscle dont tu parlais au départ. C'est même de prendre conscience, en fait, de ça. Et je trouve que aussi par l'écrit, des fois, des pensées que l'on a, etc., où on s'auto-censure pas, quoi. Juste, on se dit les choses et si on se dit, j'ai pas confiance dans le fait que je peux y arriver, je pense que je peux pas y arriver, etc., juste de le noter et ensuite de se demander, du coup, d'où ça vient, ça. Alors, ça pourrait être là-dessus. Et je t'avouerais que moi, dans le coaching, en général, on va pas passer 10 heures à aller chercher d'où ça vient et pourquoi. On va plutôt, c'est la psychologie positive, plutôt aller de l'avant. Ok, j'ai pris conscience que là, clairement, cette voix de me dire je vais jamais y arriver, clairement, en fait, ça va pas du tout. Mais c'est faux. Mais ça va pas faire. Et c'est faux. Donc, c'est de prendre conscience déjà de ça pour se dire, ok, y arriver même à se dissocier en disant que c'est une programmation, parce que l'auto-sabotage, ça vient nous protéger quelque part. C'est un mécanisme de survie. On est câblé comme la famille Pierre à Feu. Il y a des centaines de milliers d'années de ça, on disait la plus grande peur de la famille Pierre à Feu, c'était de mourir. Et de mourir, c'était quoi ? Ne plus faire partie du clan.
Donc en fait, tout ce qui est j'ai peur d'être jugée par les autres, d'être critiquée, d'être humiliée, de me sentir trahie, d'être rejetée, abandonnée, toutes ces peurs un peu fondamentales, elles viennent de cette peur qui vient de nos arrière-grands-parents au pierre à feu. Sauf qu'aujourd'hui, je peux te critiquer, juger, et j'ai quand même à manger dans mon frigidaire, j'ai quand même des gens qui m'aiment, etc. Mais on est câblé comme ça. Donc déjà, prendre conscience qu'on a ces petites voix qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et ensuite, moi, ce que je proposerais, c'est de mettre le turbo sur ce qui fonctionne déjà très bien en nous, en fait. Clairement, c'est d'aller faire une liste de tous les succès que on a pu accomplir jusqu'à présent. Professionnels, personnels, les tout petits succès. J'ai réussi à faire un footing de 15 minutes. Parce que je ne cours pas. Voilà. Donc, de s'autoriser à noter. Et tiens, c'est quoi les qualités que j'ai pu développer en faisant ce footing, en autorisant à parler à ma manager, lui demander une rémunération plus haute, en lançant ma première vidéo pour la formation que j'ai envie de lancer. Voilà, tous ces petits grands pas, selon chacun d'ailleurs. J'ai de la persévérance, j'ai mis en place de la bienveillance, de l'audace, de la douceur, etc. Et de faire cette liste, je peux me dire, moi j'aime bien challenger des fois mes clients, dire fais-moi un minimum de 50 succès. Souvent les gens font quoi 50 succès? Non mais attends, c'est beaucoup trop. Sauf qu'en fait, on imagine toujours le succès de le marathon, le lancement de telle formation. Mais en fait, ça peut être un micro-succès de tiens, hier soir, je suis sortie plus tôt du boulot, voilà ce que ça apportait. Et en fait, d'avoir cette liste et pouvoir la lire, moi, personnellement, je l'ai fait, le lire quotidiennement, devant la glace, jusqu'au bout, en me regardant, et d'avoir aussi une liste de toutes les qualités que tu aimes chez toi. Et je sais que souvent, quand on a une estime de soi qui est plus basse, c'est dur de trouver des qualités. Et moi, je sais que de me dire, je vois certains clients aussi qui me disent, non, mais attends, moi, je peux voir 2-3 qualités max. Je dis, tu sais quoi, appelle ta meilleure amie, demande ton conjoint, appelle ta maman, des gens que tu aimes, des collègues que tu kiffes, etc. Demande-leur à ton manager d'avoir des feedbacks et viens étoffer cette liste. Et pareil, de la lire quotidiennement, d'aller lire musclé. C'est un peu le fake it until you make it. C'est-à-dire que pour changer une habitude mentale, il nous faut environ, on dit 21 jours, un mois, ça dépend encore de chacun, de nos habitudes mentales, de notre génétique, etc., de ce qu'on a déjà fait sur soi comme exploration de travail. Et en fait, ça peut changer, tout ce blabla intérieur et carrément créer un mindset d'athlète. Parce que pour moi, toi, moi, toutes les personnes qui sont là, qui nous regardent, chacun, on le voit, nos amis, pour moi, je crois qu'on est tous des athlètes, en fait. On a tous notre médaille d'or, que ce soit pouvoir gagner X euros à la fin du mois, donc une médaille d'or en lien avec les finances, ou avec le couple, ou avec les enfants, etc. Et donc pour ce faire, c'est aussi développer et entraîner son mental. Ce que font les athlètes olympiques. On dit 80% du succès, ça vient du mental. Oui, il faut du hard skill, il faut des compétences, mais en fait, c'est aussi cette capacité de pouvoir aller de l'avant, être visible, passer du savoir-faire au faire savoir, tout ça. Non, c'est méga intéressant, mais tu vois, dans ma tête, il y a 100 milliards de light bulbs là qui s'allument et qui font attends, oui, ça, attends, oui, ça aussi. C'est l'essence d'une bonne conversation, je dirais. Mais, et notamment avec l'arrivée de l'IA aussi en ligne aujourd'hui. Dans le monde, tu vois, tu es coach, moi aussi, etc. Dans le monde du coaching, peu importe comment tu structures ton business, quel est ton business model. Il y a 15-20 ans, notre valeur perçue par les gens, elle était dans le nombre de connaissances qu'on avait amassées dans notre domaine, quoi. Donc, toutes les différentes formations qu'on avait faites, c'était à quel point est-ce qu'on était une encyclopédie sur notre domaine de prédilection. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que finalement, on a tous à portée de main avec un chat GPT, Claude, peu importe. Pose une question sur un domaine, ChatGPT te répondra de manière certainement plus complète, si tant est que tu lui donnes un bon prompt, bien sûr, que plus complète et plus précise que beaucoup d'experts dans le domaine. Et en fait, on se rend compte, et ça c'est vraiment un chiffre, il faut que tout le monde, quand on se positionne en tant qu'expert, que coach, que formateur, quand on veut vendre ses services, qu'on comprenne qu'aujourd'hui le facteur différenciant, il n'est plus dans vraiment ses connaissances, il est dans qui on est et notre capacité du coup à connecter avec les gens avec qui on a envie de vendre notre prestation ou notre coaching ou notre formation, peu importe, mais à travers nous-mêmes qui on est.
Parce que si l'information n'a plus une haute valeur ajoutée, c'est qui on est, notre personnalité, nos valeurs, notre histoire, nos blessures, la manière dont on a surmonté certains échecs, etc. qui va faire qu'on communique aujourd'hui avec les gens et qu'on va être capable de les accompagner et donc on va avoir une beaucoup plus grande valeur perçue. Et donc, tu vois, cette histoire de leadership interne, etc., c'est vraiment pour se dire, c'est pas juste avoir plus confiance en soi, et c'est aussi, par extension, savoir aujourd'hui se positionner sur un marché qui a été complètement transformé par l'IA, qui va continuer de l'être aussi. Et c'est par le fait de dévoiler justement ses failles, sa vulnérabilité, son côté très humain, qu'on va aussi se détacher de l'IA, ou du moins qu'on va arriver à se positionner, à trouver sa propre niche, quoi. Donc c'est d'autant plus important. Ouais, je suis d'accord avec toi, je pense que tu as tout à fait raison. C'est l'IA, on peut à tout moment lui poser des questions à 3h du matin, il va jamais nous envoyer boulet. Il y a une Si vous passion. m'envoyez une question à 3h du matin, je vous enverrai bouler, je vous le dis. Voilà. Enfin non, c'est juste que vous attendrez 9h du matin pour avoir une réponse. C'est vrai. Et en effet, donc il y a un côté, je pense que tu as raison, c'est plus on incarne qui on est profondément, et d'où cette notion de, moi ça revient, cette notion de silence, de retour à soi, de curiosité de soi-même, et sans être dans l'égocentrisme, hein. On n'est pas dans le côté qui suis-je, regarder son nombril, etc. Mais c'est d'être dans une forme d'authenticité, en fait. Moi, je sais que quand j'ai lancé mon entreprise il y a 12 ans de ça, j'ai fait une école de commerce, j'ai voulu appliquer ce que je connaissais en mode bonjour, alors en mode un peu commercial, si tu veux. Je vois une première vidéo. Et d'ailleurs, j'ai une business coach qui m'a aidé tout ce qui était plutôt marketing authentique, c'est-à-dire, c'est exactement ce que tu es en train de dire, créer un vrai lien avec l'autre, de pouvoir connecter de cœur à cœur, en fait. Parce que l'objectif, je pense, enfin moi c'est ma croyance en tout cas aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est on a quelque chose à offrir qui est au service de quelqu'un d'autre. On a envie de créer une valeur ajoutée, mais c'est pas juste un produit, c'est l'expérience qu'on lui fait vivre, de par qui on est, comme tu dis, de par notre énergie, de notre expérience. Et cette générosité qui est là aussi. Et des fois, moi, je sais que tout au début, quand j'ai créé ma boîte, je réfrénais une forme de générosité ou d'authenticité parce que j'avais peur du jugement. En disant, on va voir vraiment qui je suis, ça peut faire peur. Alors que bon, ça va, je fais pas trop peur. Et même paradoxalement, on se rend compte. Alors, toi, tu es active sur LinkedIn notamment. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudront se connecter avec toi sur LinkedIn, on mettra en lien dans la description de la vidéo, du coup, tous tes coordonnées. Mais c'est ce qu'on voit aussi, notamment sur les réseaux ou dans les newsletters qui marchent bien. Les posts qui marchent le mieux aujourd'hui et qui connectent le mieux avec les gens, ce sont ceux où les gens se livrent. Pas pour, comme tu as dit, ce côté très nombriliste de « oh, regardez-moi et ma misère, et les échecs par lesquels je suis passée et tout », mais de se connecter en fait finalement aux émotions profondes que les gens et les lecteurs ont également. Et je me souviens, ça m'a vraiment marqué il y a quelques mois. J'ai écrit un post dans lequel je parlais du burn-out que j'ai fait l'année dernière pour plein de raisons. Et voilà, et je le disais, j'ai eu ce moment où j'ai dû, je me suis effondrée dans le bureau du docteur, parce qu'en fait, je me rendais compte que j'avais priorisé les mauvaises choses par rapport à ce qui était aligné pour moi, et que j'avais délaissé ma famille, mon fils, etc., et que j'avais complètement, j'avais pas mis les priorités au bon endroit pour moi et pour ce qui était bon pour moi et ma famille. Et en fait, j'ai simplement parlé de ce déclic-là, du fait de s'en vouloir aussi, de se culpabiliser, et ensuite d'avoir décidé finalement de changer les choses, de comment les avoir changées, etc. Et en fait, c'est dans ce genre de post, a été acclamé, quoi. Et les gens m'ont tous dit dans les commentaires, merci de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas, ou merci de mettre en lumière des choses que les gens vivent dans l'ombre parce que ils ont peur et honte de le partager. Et en fait, c'est ça qui nous fait connecter avec les gens. Mais oui, c'est exactement ça. Je pense qu'on est des êtres d'émotion, et
Et j'aime bien dire c'est un peu la phrase toute faite, on est des êtres humains et pas des fers humains, quoi. Donc, dès qu'on touche l'être, dès qu'on touche le cœur, ça renvoie à cette notion de, ouais, émotionnel. Et on est des êtres de lien, donc en fait, on a tellement besoin de ça. Et je pense que, d'ailleurs, on parle des réseaux sociaux, mais il y a aussi beaucoup de vide, en fait, là-dedans, beaucoup de solitude. Donc, quand on se permet, comme toi, d'ouvrir son cœur, et pas pour juste parler de soi, c'est l'idée de ce que toi t'as donné. Ce qui était beau, c'est de partager ton expérience comme une richesse, que tu as envie de te dire, si ça peut aider quelqu'un d'autre à pouvoir avoir un éclairage sur sa situation, et d'avoir un déclic un petit peu plus rapide sur ce qui se joue pour elle ou pour lui. Et tant mieux, en fait. C'est ça, je pense que cette notion de déclic au service de quoi. Donc, ouais, complètement. Côté émotionnel. Et moi, je sais que ça marche aussi très bien quand je suis un peu moins newsletter en ce moment, mais quand que je parlais de choses personnelles, que ce soit la congélation d'ovocytes, etc. Juste pas pour parler juste de ça, mais dire que c'est possible, et je voulais en parler aussi aux femmes, en disant que c'était existant, parce que moi je ne connaissais pas ça, et de se dire des fois c'est aussi écouter ce qui est juste pour soi et dépasser des peurs. J'ai eu au moins une quinzaine de personnes qui m'ont contacté derrière, mais individuellement, donc merci de nous partager ça. Ça m'inspire, ça me permet. Moi aussi, j'ai eu la même chose que toi par rapport à la maternité, etc. Tout ça. Et en fait, on reste des êtres humains derrière la leadership coach au féminin, derrière nos entreprises, nos activités. Et c'est beau, en fait, cette reliance qu'on peut créer aussi avec les autres. Ouais, comment est-ce que, parce que tu disais tout à l'heure que ça faisait du coup maintenant 12 ans que tu t'étais lancée à ton compte. Ça a été quoi, toi, ton déclic d'humain, entre guillemets comment est-ce que tu as pris la décision de te lancer là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Et le déclic que j'ai eu, c'est suite à une rupture sentimentale, mon deuxième grand amour qui m'a quittée. Et donc, pour parler en vérité de cœur, si je puis dire, Ouais. et je me suis retrouvée face à moi-même. J'étais dans une relation où j'étais beaucoup en attente de l'autre, en fait. Donc, j'étais peu connectée à moi-même. Et donc, ce qui fait que je me suis oubliée en grande partie. Et quand l'autre est parti, je me suis retrouvée toute seule avec moi. Et c'est bizarre de ne pas être seule avec soi. On revient sur le même thème de la fameuse solitude noble, si je puis dire. C'est pas une solitude creuse, mais une solitude plutôt pleine de présence de soi. Mais donc, surtout là, j'étais en mode flip, quoi. J'étais, mais mon Dieu, mais qui suis-je? Qu'est-ce que je vais faire de cette liberté? Attends, est-ce que mon métier me plaît vraiment? En fait, pas tant que ça. Je m'ennuie intellectuellement, humainement, j'étais plus reliée aux valeurs de l'entreprise. Je travaillais dans le tourisme à ce moment-là, dans un tour opérateur. Je faisais de la création de voyages sur mesure. Donc, sur le papier, c'est hyper glossy, ça fait rêver, etc. Au bout de 6 ans et demi, et puis je voyageais pas tant que ça, j'avoue, sur la fin. Donc, j'étais un peu. J'étais, bon, ça va plus trop. Et financièrement, ça se plafonnait. Et surtout, je me rendais compte que j'avais des talents qui étaient pas forcément utilisés dans mon métier. Et donc, j'ai coutume de dire que je travaillais dans le tourisme, et surtout, c'était moi qui étais la plus grande touriste par rapport à ma vie, quoi, en fait. Donc voilà. Et donc, j'ai décidé de me faire accompagner. Et puis, on est allé voir ensemble les différentes parties de ma vie, ce que j'ai fait, etc. Et puis, le métier de coach est arrivé. Au fur et à mesure, j'ai donc interviewé des coachs pour voir si c'était ce métier qui me plaisait. Et puis, j'ai reçu des signes au fur et à mesure aussi sur la voie, en fait, à venir, l'alignement des planètes, sur le fait de devenir coach. Et donc, je me suis fait former par une école qui est à San Francisco, qui est une des premières écoles de coaching, qui est affiliée avec Harvard sur les recherches en neurosciences, Harvard Medical School. Et donc, et au fur et à mesure, voilà, ça s'est créé comme ça, en fait, le métier, le lancement de mon entreprise. C'est sûr que de lancer sa boîte quand tu es au Canada et que j'ai jamais lancé ma boîte de ma vie, je viens pas du tout d'une famille. Alors, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, c'est vrai, c'est faux. Mes parents sont libéraux, médecins. Mais c'est pas forcément quelque chose qui a été. Comment dire. J'ai jamais été poussée toute petite à dire faut que tu crées ta boîte, quoique on a quand même, je réfléchis à moi, on a quand même des valeurs d'indépendance qui sont assez fortes dans la famille. Et puis être formée aussi au coaching alors que je parlais pas très bien l'anglais, quoi. Alors que et maintenant je peux le faire, donc je suis contente de toutes ces avancées. Donc voilà, c'est tout un chemin, un beau chemin. De confiance en soi, d'alignement des planètes, etc. Un chemin, en tout cas, sur les 12 dernières années, qui t'a amené à accompagner, tu disais, environ 1000 personnes quand même vers justement la découverte d'eux-mêmes aussi, de qu'est-ce qui est aligné avec eux, qu'est-ce qui résonne, et comment est-ce que finalement je prends assez confiance en moi pour
oser donner vie à mes rêves, tout simplement. Et les rêves, c'est pas forcément Oui. d'avoir 3 yachts, une piscine à débordement à Bali et un jet privé. Ça peut Ouais. être simplement de se dire j'ai une vie où j'ai un cadre de vie qui me plaît et une hygiène de vie qui me va aussi, où je suis nourrie Ouais. intellectuellement et où j'arrive à accorder du temps à ma famille aussi, quoi. Ça peut être Ouais. aussi simple ou aussi complexe ou aussi grand ou aussi petit qu'on le souhaite. Finalement, ça, c'est nous-mêmes qui le décidons, quoi. Oui, exactement, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, ouais, c'est exactement ça. Maintenant, on aimerait, voilà, parce que cette conversation, finalement, elle était faite aussi pour vous, pour avoir un petit peu des clés. Donc, on aimerait savoir avec Marion. N'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires en dessous de cette vidéo, du coup, quel est le bout d'information que vous prenez et comment est-ce que vous pouvez le tourner en action. Ouais. Comme Marion aime le dire, c'est sympa de regarder le passé, mais c'est aussi bien de se projeter vers le futur et d'essayer de mettre en action concrète des petites choses. J'ai d'ailleurs toujours pour habitude de dire, moi, c'est pas que la peur m'a quittée, la peur de tourner une vidéo ou la peur de lancer ma formation, peu importe. Je travaille main dans la main finalement avec elle, mais je lui apprends à sauter dans l'inconnu avec moi. Non. Et voilà, et ça permet de se dire aussi qu'il n'y a pas juste un jour où on va se trouver totalement parfait, adéquat, légitime complètement et qu'on n'aura plus de peur. C'est juste à quel point est-ce qu'on est en capacité de se dire c'est pas grave, j'avance malgré tout ça. Ouais, exactement. Et je les transforme en force. Donc, Yes. merci Marion. beaucoup à toi pour voilà, ces pépites que tu nous as partagées en espérant que ça ait inspiré à toutes les personnes qui nous ont regardé. Trop, trop bien. Et puis pour ceux et celles qui ont envie de continuer, je sais pas, si elles ont envie, peuvent me retrouver sur LinkedIn, Instagram. Je sais que tu mettras les liens en dessous. Exactement, on mettra les liens en dessous de cette vidéo, comme ça toutes les personnes qui sont intéressées pourront retrouver ton travail et connecter directement avec toi aussi. C'était bien. Merci beaucoup Marion, c'était un vrai Merci à plaisir toi. de partager avec toi. Carrément. Puis à très bientôt.